La rue principale vibrait sous le soleil de midi, une longue bande de poussière qui collait aux bottes et brûlait la peau. Devant le saloon, un attroupement d'hommes formait un demi-cercle. Le piano jouait à l'intérieur, mais les rires dehors couvraient tout. Au centre de ce cercle, une jeune apache dansait, forcée d'avancer, de tourner, de lever les bras comme une marionnette sans fils. Naya. C'était son nom. Personne ici ne le connaissait. Pour eux, elle n'était qu'une sauvage, un divertissement. Pieds nus, les chevilles rouges de poussière, elle pivotait maladroitement, retenant sa respiration chaque fois que l'un des hommes tapait du pied pour changer le rythme. Sa robe pâle glissait de son épaule, tiraillée par le vent. La sueur brillait sur sa nuque. À chacun de ses pas, la honte lui tordait le ventre, mais elle continuait, parce que s'arrêter signifiait se faire attraper, secouer, punir. « Danse !» cria un des hommes, le visage rouge d'alcool. Il secoua quelques pièces dans sa main. Son rire fit écho à celui de ses deux compagnons. Ils aimaient cette scène. Ils l'avaient déjà imposée plusieurs fois. Un vieil homme assis sur une chaise regarda un instant, puis détourna les yeux. Une femme pressa le pas de l'autre côté de la rue. Un enfant cessa de jouer de l'harmonica, mais sa mère le tira par le bras. Il ne fallait pas poser de questions. Dans cette ville, on se taisait pour survivre. Naya pensa à son collier, le seul lien qui lui restait avec sa tribu. De petites perles blanches et des dents de coyote, attachées jadis par son père. Quand elle dansait pour les siens, c'était une célébration. Ici, c'était une humiliation. Quand elle ralentit, un des hommes s'avança et poussa son épaule. Plus vite, la sauvage. Elle serra les dents. Levant les bras, elle se mit à tourner de nouveau, le sol dur meurtrissant ses pieds nus. Puis l'homme aperçut son collier. Il s'arrêta, posa un regard avide dessus, et tendit la main. « C'est quoi ça ?» Naya recula d'un pas, mais l'espace entre elle et les hommes était trop réduit. L'homme agrippa la corde du collier et tira d'un coup sec. La douleur lui arracha un souffle. « Lâche !» murmura-t-elle dans sa langue. Il ne comprit pas. Il tira encore. La corde céda. Les perles roulèrent dans la poussière, disparaissant entre les planches du trottoir. Elle étouffa un cri. Les hommes rirent. L'un d'eux lança une pièce, qui rebondit sur son pied. « Allez, danse pour ça !» Elle baissa la tête. Danser sans son collier, c'était comme danser sans son âme. C'est alors qu'un mouvement lent, presque imperceptible, se fit à l'arrière du cercle. Un homme se leva de l'ombre du saloon. Un cow-boy. Grand, silencieux. Le manteau sale et usé jusqu'aux coutures. On ne savait pas son nom. Certains l'avaient vu arriver 3 jours plus tôt, seul avec son cheval. Il parlait peu, ne souriait jamais. Un homme qu'on évitait instinctivement sans comprendre pourquoi. Il avança d'un pas, puis d'un autre, jusqu'à atteindre le bord du cercle. Personne ne l'interpella d'abord. Il semblait simplement regarder, comme un étranger curieux. Mais ce n'était pas la scène qu'il regardait, c'était elle. Ses yeux sombres, à moitié cachés par l'ombre de son chapeau, étaient fixés sur Naya. Pas avec désir, pas avec pitié. Avec une tension étrange, un calme dangereux. Il se pencha lentement et ramassa une perle, puis une autre. Les hommes cessèrent de rire. « Eh, qu'est-ce que tu fais, toi ?» rugit celui qui avait arraché le collier. L'homme au manteau sale ne répondit pas. Il ramassa toutes les perles qu'il trouvait, les essuya du bout des doigts, puis se redressa. Dans sa paume, les perles brillaient faiblement. Il leva les yeux vers Naya. Elle sentit quelque chose changer dans l'air, comme si la chaleur elle-même s'était figée. Ce regard-là n'était pas celui des autres hommes. C'était un regard lourd de choses qu'elle ne comprenait pas encore, mais qui n'était pas dirigé contre elle. Sans prévenir, il avança la main. Ses doigts se posèrent sur son poignet. Elle tressaillit. Sa main était chaude, ferme, mais rien dans son geste n'était brutal. « Oh, oh !» souffla l'un des hommes. « On dirait que le cow-boy veut jouer au héros. Lâche-la, ou je t'ai fait crever », lança celui à la chope en posant sa main sur son revolver. Le cow-boy leva légèrement la tête. Pas un mot, pas un geste. Juste ce regard fixe, silencieux, immobile, comme si le bruit, la menace, l'arme, n'existaient pas. Puis, sans prévenir, il tourna le dos aux hommes et tira doucement Naya derrière lui. Elle trébucha, surprise, mais il ne la brusqua pas. Il avançait d'un pas calme, décidé, comme si rien ne pouvait l'arrêter. « Hé, tu vas où avec elle ?» hurla l'homme derrière eux. Le cow-boy continua à marcher. Personne n'osa tirer, personne n'osa s'interposer. Le silence autour d'eux devint presque sacré. Naya sentit ses jambes trembler. Elle aurait pu résister,
essayait de fuir dans une autre direction. Mais ce geste silencieux, inattendu, la déroutait. Aucun homme ne l'avait jamais saisie ainsi, sans violence, sans exigence. La foule s'écartait d'elle, comme si elle était devenue invisible. Ils quittèrent le trottoir, puis la rue. Le saloon devint un rectangle lointain derrière eux. Les rires avaient cessé. Les insultes aussi. Il n'y avait plus que le vent, leurs pas et la poussière qui montait autour de leurs chevilles. Naya releva doucement la tête vers lui. « Pourquoi » souffla-t-elle. Il ne répondit pas, mais sa main resta sur son poignet, ni serrée, ni lâche, juste là, comme une promesse qu'elle ne comprenait pas encore. Et pour la première fois depuis longtemps, marcher loin ne lui faisait plus peur. Ils marchèrent longtemps sans un bruit, quittant la rue principale, puis les dernières maisons, puis même la poussière soulevée par les sabots qui passaient d'ordinaire devant le saloon. Naya avançait à petits pas, encore déséquilibrée par ce qui venait de se produire. L'homme, ce cow-boy au manteau sale, gardait toujours sa main sur son poignet, ni serrée, ni lâche, juste présente. À chaque pas, elle jetait un coup d'œil derrière elle, s'attendant à entendre des hommes courir, à voir des silhouettes surgir armées. Pourtant personne ne les suivait. Le silence derrière eux restait intact, comme si la ville entière avait oublié son souffle après ce geste. Quand ils eurent franchi les derniers bâtiments, les collines séchées par le soleil apparurent. Là, seulement là, l'homme s'arrêta. Son manteau bougea légèrement quand il se tourna vers elle. Il ouvrit sa paume. Les perles du collier étaient là, poussiéreuses mais intactes. Elle les vit, et son cœur se serra. Il les lui tendit. « Tu » murmura-t-elle, mais aucun mot ne voulut suivre. Elle approcha la main, hésita, puis referma ses doigts autour des perles. Ce contact-là fut plus violent que les humiliations du saloon, parce qu'il réveillait un autre type de douleur, celle de ce qu'elle avait perdu. Elle releva les yeux vers lui. « Pourquoi as-tu fait ça ?» Il cligna lentement des paupières, comme si la question lui échappait. Il tourna simplement la tête vers le chemin qui s'étendait entre les collines, puis il fit un signe, « Viens », sans parler, toujours, sans parler. Il se remit en marche. Naya resta immobile une seconde, les perles serrées contre sa poitrine. Cet homme-là n'agissait pas comme les autres. Il ne l'avait pas touchée pour la posséder, il ne lui avait pas parlé pour la commander, il n'avait pas hurlé sur les hommes qui l'avaient humilié. Il s'était contenté d'agir, de prendre sa main, de partir. Elle respira un grand coup et le suivit. Le chemin devint plus abrupt. Le vent, plus froid. La ville, derrière eux, déjà minuscule. Après quelques minutes de marche, l'homme s'arrêta de nouveau. Il chercha quelque chose dans son manteau. Naya recula d'un réflexe de peur, un mouvement infime, mais qu'il remarqua. Il sortit. Une gourde. Lui tendit. Elle hésita, puis prit la gourde. But une gorgée. Un filet d'eau coula sur sa lèvre, glissa sur son cou. Elle la lui rendit avec un signe timide de la tête. « Merci. » Il prit la gourde, la rattacha à sa ceinture et repartit. Le soleil baissait lentement. L'ombre des collines étirait des lignes plus sombres sur le sol. Naya gardait les yeux fixés sur son dos. Son manteau était tellement usé qu'on distinguait les points de couture recousus 10, 20 fois. Ses bottes portaient des traces de boue ancienne, de poussière, de sang séché même, peut-être. Ses épaules étaient larges, mais on devinait une fatigue lourde dans sa démarche. Elle finit par demander « Tu vas me menero ?» Il ne répondit pas. Peut-être n'avait-il jamais été du genre à répondre. Ils marchèrent encore. Quand un vent plus fort se leva, elle resserra les pans de sa robe déchirée sur elle. L'homme l'aperçut du coin de l'œil. Sans s'arrêter, il détacha son foulard poussiéreux de son cou et le lui tendit. Elle le prit. Le tissu sentait le cuir, le soleil, et quelque chose d'inexplicablement rassurant. « Tu n'es pas comme eux », dit-elle d'une voix basse. Il resta silencieux, mais l'ombre fragile d'un mouvement passa sur son visage. Pas un sourire, pas vraiment, quelque chose de presque imperceptible, comme un souvenir qu'il tentait d'oublier. Ils arrivèrent au pied d'un rocher fendu en deux. Là, un ancien chemin d'éleveur s'ouvrait, serpentant entre les pierres. L'homme s'y engagea. Naya le suivit de près, glissant parfois sur le gravier. Il tendait la main à chaque faux pas, sans même la regarder. Comme si ce geste lui était devenu naturel. Au bout d'une demi-heure, ils débouchèrent sur une clairière rocheuse. Une petite cabane de planches y tenait debout grâce à un miracle de bois et de clous. Le toit penchait d'un côté, la fenêtre n'avait plus de vitres, seulement un rideau de toile. L'endroit semblait abandonné, mais pas dangereux. L'homme s'arrêta devant la porte, se tourna vers elle, la regarda long temps.
Puis il ouvrit la porte et entra. Naya, hésitante, resta dehors. Elle entendit du bois qu'on déplace, un seau qui glisse, des pas lourds. Puis il réapparut dans l'embrasure et déposa une couverture, pliée, juste devant elle. Il recula ensuite, laissant l'espace libre. Elle comprit. Il ne l'emmenait pas ici pour la garder. Il l'emmenait ici pour qu'elle respire. Elle entra prudemment. La cabane sentait le bois sec, la poussière et la fumée ancienne. Une lanterne se trouvait sur une caisse retournée. Un vieux lit grinçait dans un coin, couvert d'une peau de cerf. Elle posa la couverture sur une caisse et se tourna vers lui. « Tu veux que je reste ici ?» Il hocha la tête une seule fois. Elle déglutit. « Tu ne vas pas me toucher ?» Il secoua la tête. Un mouvement simple, net. Elle sentit son cœur ralentir. Cet homme ne parlait presque pas. Peut-être ne parlait-il jamais. Mais ce silence-là n'était pas le même que celui des hommes de la ville. Leur silence cachait la violence. Le sien était une frontière, comme s'il s'interdisait quelque chose. Il s'appuya contre le mur, croisa les bras et regarda vers la porte, comme pour surveiller la colline au cas où quelqu'un les aurait suivis. Après un long moment, elle demanda « Comment t'appelles-tu » Il resta immobile. Puis, enfin, sa voix sortit, grave, râpeuse, comme si elle n'avait pas servi depuis des mois. Ezra. Elle cligna des yeux. C'était la première fois qu'elle l'entendait. Ce nom sonnait comme un caillou tombant dans un puits profond. Ezra, répéta-t-elle doucement. Il hocha la tête. Elle baissa le regard vers les perles dans sa main. Merci de les avoir ramassées. Ezra ne répondit pas. Mais il sembla respirer un peu plus profondément. La nuit tomba lentement sur la clairière. Naya s'assit sur la couverture. Ezra resta debout, immobile comme une sentinelle. Le silence était lourd, mais pour la première fois depuis son arrivée dans cette ville, ce silence ne lui faisait pas peur. Il la protégeait. La nuit était tombée depuis longtemps quand Naya osa enfin bouger. Ezra était resté debout près de la porte, immobile comme une statue de poussière. La lueur de la lune passait entre les planches disjointes et dessinait une ligne pâle sur son manteau. Il ne parlait pas, il ne dormait pas. Il semblait simplement veiller. Naya, assise sur la couverture qu'il lui avait donnée, observait chaque détail de la cabane. Elle avait l'habitude des espaces simples. Chez les siens, on vivait près du sol, près du feu, près de la nature. Mais ici, tout avait un parfum d'abandon. Des outils rouillés, une caisse retournée, un vieux pot cassé dans un coin. Et pourtant, elle s'y sentait moins menacée que dans n'importe quel bâtiment de la ville. Elle se racla doucement la gorge. Ezra. Le nom glissa dans la pièce comme une pierre tombant dans un puits. Il tourna légèrement la tête. Ce simple mouvement donnait l'impression que chaque geste coûtait quelque chose. « Ils ne vont pas nous poursuivre ?» demanda-t-elle. Il secoua lentement la tête. « Pourquoi ?» Il haussa les épaules, comme si les mots lui échappaient toujours. Puis, après un long silence, il dit « Peur ». Elle resta interdite. La peur, d'un seul homme. Ezra ne laissait rien transparaître, mais quelque chose dans sa silhouette, peut être sa façon de tenir son manteau fermé, peut être la tension de sa mâchoire, indiquait une histoire lourde, trop lourde pour être racontée. Naya pensa à ses propres silences, à ceux qu'elle gardait depuis sa capture. Peut être que lui aussi vivait avec des cicatrices invisibles. Elle frotta les perles de son collier entre ses doigts. « Tu savais que j'allais me faire blesser, là-bas » demanda-t-elle. Ezra baissa les yeux. Ses épaules se soulevèrent légèrement, comme si la question lui faisait mal. « Tu ne méritais pas ça » murmura-t-il. Sa voix, encore une fois, avait ce ton grave, éraillé, jamais haut, jamais brusque. Une voix qui semblait sortir d'un puits profond d'épuisement. Naya sentit son cœur battre plus vite. Ces mots-là, personne ne les lui avait jamais dit. Elle hésita un instant, puis osa demander « Pourquoi tu n'as rien dit ? Quand tu es intervenu, tu aurais pu leur crier quelque chose, ou les menacer. » Ezra détourna les yeux. Ce qu'il répondit, elle ne s'y attendait pas. Les mots, ils me font du mal. Elle resta bouche ouverte. Du mal ? Comment ? Il ne la regarda pas. Il leva une main, effleura la cicatrice qui traversait sa gorge, fine, presque blanche sous la lumière. Elle est comprit. On lui avait pris plus qu'une voix, on lui avait pris une part de lui-même. Elle baissa la tête. Les mots lui manquaient. Après un long moment, Ezra s'éloigna de la porte et se dirigea vers le vieux brasero au centre de la pièce. Il y déposa du bois sec, griffé à la hâte, puis tira une pierre à feu de sa poche. Les étincelles jaillirent, le feu prit, la cabane s'emplit d'une chaleur douce. Naya approcha ses mains de la flamme.
Ses doigts tremblaient encore un peu, comme après un long hiver. Ezra déposa une marmite cabossée sur le brasero, remplit le fond d'eau d'une petite gourde, puis ajouta 3 racines séchées. « Tu sais cuisiner » demanda-t-elle, surprise. Il hocha la tête. « Depuis longtemps ?» Nouveau hochement de tête. « Pour qui ? Ta famille ?» Un moment passa. Son regard s'assombrit. Puis il répondit. « Plus personne. » Elle sentit la douleur dans cette réponse. Une douleur lourde, ancienne, comme une brûlure sur le cœur. Elle s'assit sur la caisse en bois. Il resta debout près du feu, les mains ouvertes vers la chaleur. Dans cette lumière rouge, son visage semblait plus humain, moins dur. Un homme qui avait aimé, qui avait perdu, qui n'attendait plus rien. « Ezra, » murmura-t-elle. « Tu peux t'asseoir, tu sais. » Il la regarda un instant, puis secoua la tête comme un enfant qui refuse. Il préférait rester debout, près de la porte, comme un gardien. Le silence revint, mais ce silence-là n'était pas effrayant. C'était un silence de survie. Un silence qui disait « Tu peux respirer ». Quand la petite marmite se mit à bouillir, Ezra servit l'infusion dans un bol ébréché. Il le tendit à Naya. Elle prit le bol avec précaution et souffla dessus. « C'est chaud. »« Merci. » Il détourna les yeux, gêné, comme s'il n'avait pas fait grand-chose. Elle but une première gorgée. L'amertume de la racine lui rappela sa tribu, les soirs où l'on veillait près du feu. La brûlure douce descendit dans sa gorge, dénouant la peur qui s'y accrochait. Elle ferma les yeux un instant. Quand elle les rouvrit, Ezra l'observait. Non pas avec possession, non pas avec désir, avec attention. Cette attention-là, elle la connaissait, c'était celle des guerriers qui veillent sur les blessés. « Tu peux dormir », dit-il en désignant la couverture. Elle fronça les sourcils. « Et toi, je veille. Tu n'as pas besoin. C'est... » Ce mot-là, dit d'une voix basse, sèche, fermait la discussion. Quelque chose en lui l'obligeait à rester debout, à surveiller chaque ombre, chaque bruit. Elle s'allongea finalement sur la couverture. La cabane craquait doucement sous les rafales de vent. Le feu projetait des lueurs dansantes sur les murs. Ezra, immobile, fixait l'obscurité derrière la porte, la main posée près d'un vieux fusil appuyé au mur. Au bout d'un moment, elle murmura dans un souffle « Ezra, tu ne m'as pas amené ici pour m'utiliser, n'est-ce pas ?» Il secoua la tête lentement. « Je ne suis pas comme eux. » Elle sentit la chaleur lui monter aux joues. Pas la chaleur du feu, une chaleur plus profonde, plus rare, celle qui naît quand on découvre que quelqu'un vous voit encore comme un être humain. Elle se recroquevilla sous la couverture. « Alors, pourquoi m'avoir amené ici ?» Ezra resta silencieux longtemps, tellement longtemps qu'elle crut qu'il ne répondrait pas. Puis enfin, sa voix rauque brisa l'air. « Parce que tu tremblais. » Elle sentit un frisson lui parcourir tout le corps. Oui, elle avait tremblé. Pas seulement de peur, mais de solitude, de douleur, de honte. Personne ne l'avait vue, personne sauf lui. Elle se tourna sur le côté. « Et tu vas me garder ici ?» Ezra hocha la tête. « Le temps qu'il faudra. » Elle ferma doucement les yeux. Le souffle du vent, le bois qui craque, la chaleur du feu, tout se mélangeait comme une douce protection. Pour la première fois depuis sa capture, Naya s'endormit sans craindre la main d'un homme. Et Ezra, fidèle à lui-même, resta debout jusqu'à l'aube. Un gardien silencieux, un refuge inattendu. Le soleil filtrait à travers les planches disjointes lorsque Naya ouvrit les yeux. L'air était encore frais, chargé de l'odeur du bois, chauffé par le feu de la nuit. Elle se redressa lentement, réalisant qu'elle avait dormi profondément, sans sursaut, sans peur, pour la première fois depuis des semaines. Ezra n'était plus près de la porte. Elle se redressa brusquement, le cœur serré. Puis elle entendit du bruit dehors, un seau qu'on remplit, des pas lourds sur la terre sèche. Elle repoussa la couverture et sortit prudemment. Ezra était là, à quelques mètres de la cabane. Son manteau était posé sur une souche d'arbre. Il portait seulement une chemise usée, ouverte sur la poitrine. Et là, pour la première fois, elle vit ce qu'il cachait sous ses couches de poussière. Des cicatrices, longues, profondes, vieilles. Certaines fines comme un fil tranchant, d'autres larges comme des coups de lame. Elles couvraient son dos, ses épaules, ses flancs. Naya resta figée. Ezra, penché sur un seau d'eau, rinçait ses mains sans remarquer qu'elle le regardait. Ses muscles se contractaient à chaque mouvement, révélant la dureté de son corps, non pas celle d'un homme fier, mais celle d'un homme brisé, puis reforgé par la violence. Elle fit un pas sans s'en rendre compte. Le gravier craqua sous son pied. Ezra se figea. Il tourna légèrement la tête. Ses yeux sombres croisèrent les siens. Pendant un instant,
Elle crut qu'il allait remettre son manteau, cacher ce qu'elle venait de voir. Mais il ne bougea pas. Il resta debout, exposé, presque vulnérable. Elle murmura d'une voix douce. « Qui t'a fait ça ?» Il détourna les yeux vers le sol. Un souffle s'échappa de sa poitrine, comme un soupir trop lourd pour être contenu. « Beaucoup de chance, dit-il. » 3 mots, mais il semblait porter des années entières. Naya s'approcha lentement, comme on s'approche d'un animal blessé qui pourrait fuir. Elle ne voulait pas l'effrayer. Ezra n'avait jamais montré de peur, mais devant ses cicatrices, elle comprit qu'il avait survécu à des choses qui brisaient l'âme. « Tu as été prisonnier ?» demanda-t-elle doucement. Il ne répondit pas tout de suite, puis hocha la tête. Elle s'approcha ancora d'un pas. « Pendant long temps ?»« Trop long temps. » Sa voix était rauque, plus encore que d'habitude, comme si parler de son passé réveillait une douleur enfouie. Elle osa poser une question. « C'était pendant la guerre ?» Il serra la mâchoire. « Pas dit simplement. » Oui, elle connaissait la guerre. Pas celle des hommes blancs, mais celle que l'on impose à un peuple entier pour le réduire. Elle savait ce que c'était que perdre ses terres, ses proches, ses traditions. Elle savait ce que c'était que la peur de l'effacement. Elle avança encore de quelques pas, jusqu'à se tenir à côté de lui. Ezra resta immobile. Le vent souleva légèrement un côté de sa chemise, révélant une autre cicatrice, oblique, plus récente. Elle posa ses doigts dessus sans réfléchir. Un effleurement. Rien de plus. Ezra sursauta comme si elle venait de poser une braise brûlante. Il fit un pas en arrière, la respiration soudain plus rapide. « Désolé, » souffla-t-elle. Je voulais juste comprendre. » Il détourna le visage, reprit sa respiration, et finit par dire « Ce n'est pas toi. C'est le contact. » Elle sentit ce que ça voulait dire. On l'avait touché pour le faire obéir, pour le casser, pour lui rappeler qu'il n'était qu'un corps à mutiler. Elle serra les poings. « Tu n'as rien à craindre de moi, Ezra. » Il la regarda longuement, comme si ces mots étaient difficiles à croire. Puis il dit « Je sais. » Un vent léger passa entre eux. Le silence ne pesait pas. Il enveloppait, comme une couverture invisible. Ezra remit lentement sa chemise, mais pas son manteau. Il semblait accepter d'être vu tel qu'il était, au moins pour un instant. Naya se rapprocha de lui. « Comment as-tu survécu ?» demanda-t-elle. Il leva les yeux vers les collines. En me taisant, elle retint son souffle. C'était donc ça. Le silence n'était pas un choix. C'était une arme. Une protection. Une barrière entre lui et le monde. « Ils t'ont pris des choses, » dit-elle doucement. « Oui, mais tu n'es pas mort. » Ses yeux revinrent vers elle, sombres, profonds, fatigués. Parfois c'est pire. Elle s'avança encore, doucement, jusqu'à être tout près de lui. Elle leva une main, cette fois plus lentement, laissant le temps à Ezra de reculer s'il en avait envie. Il ne recula pas. Ses doigts effleurèrent une autre cicatrice, celle qui suivait la ligne de sa clavicule. « Tu es forte. » Ezra. Il secoua la tête. « Non. Si. Pas parce que tu te bats, pas parce que tu te tais, parce que tu n'as pas laissé ça te tuer. » Un muscle tressaillit dans la joue d'Ezra. Ce n'était pas une larme. C'était quelque chose de plus ancien qu'une larme. Quelque chose qui avait attendu trop longtemps pour sortir. Elle retira sa main. « Tu n'as plus besoin de cacher ça avec moi. » Ezra inspira profondément. C'était la première respiration vraiment libre qu'elle voyait chez lui. Après un moment, il dit « Et toi ?» Elle cligna des yeux. « Moi ? Qui t'a fait du mal ?» Elle resta silencieuse. Son silence, à elle, n'avait jamais été une barrière. C'était une tombe où elle enterrait tout ce qu'elle n'osait plus dire. Ezra attendit. Il ne la pressa pas. Il ne la jugea pas. Il l'écoutait sans un mot, comme il savait si bien le faire. Elle finit par murmurer « Les hommes du saloon, et d'autres avant eux, on m'a prise loin des miens, on m'a obligé à danser pour vivre. » Ezra ferma les yeux un instant, comme si sa douleur à elle ravivait les siennes. Puis il murmura « Plus maintenant. » 2 mots, suffisants pour faire trembler le sol sous ses pieds. Elle respira profondément, sentit une chaleur étrange dans sa poitrine. Un début de confiance. Un début de guérison. Ezra remit enfin son manteau, mais il ne ferma pas la chemise. Pour la première fois, il acceptait que quelqu'un voie ce que la violence avait fait de lui. Et Naya, elle, comprenait qu'elle n'était plus seule. Ce matin-là, dans une clairière oubliée, 2 êtres brisés commencèrent à recoller en silence les morceaux qu'on leur avait arrachés. Le jour avançait lentement, étirant les ombres des collines. Après leur conversation silencieuse, Ezra et Naya avaient partagé un repas simple. Un morceau de pain sec, quelques racines bouillies, un fond d'eau fraîche.
rien de luxueux, mais pour Naya, ce repas avait eu un goût de liberté. Pour Ezra, sans doute celui d'un semblant de paix. Mais cette paix ne durait pas. Quand le soleil atteignit son zénith, Naya proposa de descendre jusqu'à la ville. Elle voulait récupérer un peu de nourriture, être quelques plantes médicinales. Ezra hésita. Ses yeux sombres balayèrent l'horizon, comme s'il pressentait ce que Naya, elle, ignorait encore. Puis il hocha lentement la tête. « Pass long temps », dit-il. C'était déjà plus que ce qu'il disait d'habitude. Ils descendirent de la colline. Le chemin était étroit, sinueux, bordé de buissons secs et de rochers polis par le vent. Ezra marchait une dizaine de pas derrière Naya, surveillant chaque bruit, chaque mouvement dans les arbres, comme un faucon silencieux. Quand la ville apparut enfin au loin, poussiéreuse, immobile sous la chaleur, Naya sentit sa gorge se serrer. Le souvenir des rires, des insultes, des mains qui agrippent, tout revint d'un coup. Elle ralentit, comme si son corps refusait d'avancer. Ezra posa une main sur son bras, juste un contact léger, un simple rappel, « Tu n'es pas seul ». Ils s'arrêtèrent au bord des premières maisons délabrées. Ezra lui désigna la petite boutique qui vendait des sacs de farine et des boîtes de haricots. Naya inspira un grand coup et entra. Ezra resta dehors, droit, immobile, les yeux fixés sur le bâtiment comme un garde. La boutique sentait la poussière, la ficelle et le vieux bois. Naya fit vite, un sachet de haricots secs, un peu de sel et quelques racines séchées. Elle partit chercher un pot d'argile, mais lorsqu'elle se glissa entre deux étagères, elle entendit des voix. Ce foutu cow-boy. Ouais, celui avec le manteau sale. Il a osé prendre la fille sous nos yeux. Elle se figea. Les voix étaient proches. Deux hommes. Elle se pencha discrètement et aperçut les bottes sales, la boucle de ceinture qu'elle reconnaîtrait entre mille. C'étaient les mêmes, ceux du saloon, ceux qui l'avaient forcé à danser, ceux qui avaient arraché son collier. Les gars veulent le retrouver, continua l'un. C'est qu'un vagabond, répondit l'autre. Mais il se croit plus fort que nous. On va lui montrer ce qu'il en coûte. Un rire gras, un coup de poing sur le comptoir. Naya sentit sa gorge se refermer. Son cœur battait si fort qu'elle craignait qu'il l'entende. Il parlait d'Ezra, de celui qu'il avait protégé sans un mot, de celui qui n'avait rien demandé en retour. Et la fille ? Demanda le premier. On la récupère. Pour danser ? Pour pire. Elle reposa le pot d'argile, les mains tremblantes. Elle devait sortir. Tout de suite. Elle fit un pas en arrière, mais son pied heurta une boîte vide, qui roula au sol dans un fracas sec. Les voix se turent net. C'était quoi ça ? Y'a quelqu'un ? Naya bondit en arrière, contourna les étagères et courut vers la sortie. Quand elle poussa la porte, Ezra était déjà droit, tendu, comme s'il avait senti le danger. Elle n'eut pas le temps de parler. Il la saisit par la main et l'entraîna aussitôt hors de la rue. « Ils arrivent », souffla-t-elle. « Ils te cherchent. Ils veulent me reprendre. » Le regard d'Ezra se durcit. Il n'y eut pas de peur dans ses yeux, seulement une détermination sombre, violente, ancienne. Il la tira vers une ruelle étroite, longea des maisons abandonnées, traversa un ancien enclos brisé. Naya courait à sa suite, le souffle court, mais Ezra semblait guidé par un instinct animal. Chaque pas, chaque détour semblait parfaitement calculé pour disparaître sans être vu, mais les hommes n'étaient pas loin. « Vous l'avez vu ? Le cow-boy. Il doit être là. Trouvez-les. » Leurs voix résonnaient dans les rues comme des coups de feu. Naya sentit une vague de vertige. Elle connaissait cette sensation, c'était celle du piège qui se referme. Mais Ezra ne ralentit pas. Il fit tourner Naya autour de lui, la plaça derrière un chariot renversé, et la poussa doucement vers un sentier qui longeait un mur. « Monte, dit-il. » Elle grimpa, guidée par ses mains fermes. De l'autre côté, un chemin de terre menait vers la rivière asséchée. Ezra la rejoignit, puis l'entraîna vers les collines. « On peut les semer, » murmura-t-elle. « Ils ne sont pas rapides. » Il secoua la tête. Pas pour longtemps. Ils accélérèrent. La chaleur du soleil se faisait plus lourde. Les pierres glissaient sous leurs pieds. Naya sentait ses jambes trembler, mais Ezra ne la lâchait pas. Pas une seconde. Quand ils atteignirent enfin une hauteur plus sûre, ils s'arrêtèrent. La ville n'était plus qu'une tache brune. Les silhouettes des hommes semblaient minuscules, mais leurs cris montaient jusqu'aux collines. Ezra plissa les yeux. « Ils viendront jusqu'ici. Ils te détestent parce que tu es intervenu, » murmura-t-elle. Ezra secoua la tête. « Non, ils me détestent. Parce qu'ils ont peur. » Elle releva la tête vers lui. « Peur de quoi ?» Il resta quelques secondes silencieux. Puis il dit, la voix basse, « Peur de ce qu'ils voient dans mes yeux.
Peur de ce qu'ils ne comprennent pas. Peur de ce que je pourrais faire si je perdais le contrôle. Naya frissonna. Non de peur, mais parce qu'elle comprenait enfin. Ezra n'était pas seulement un homme marqué par la guerre. Il était un homme que la violence avait façonné, mais qui refusait de s'y abandonner complètement. Un homme qui marchait sur une ligne fragile entre sa force et son silence. Elle posa une main sur son bras. « Ezra, je ne veux pas que tu te battes pour moi à nouveau. » Il la regarda. Ses yeux étaient sombres, fatigués, mais lumineux d'une résolution impossible à briser. « Drop Todd. » Elle baissa la tête. Il avait raison. La chasse avait déjà commencé. Et désormais, les hommes ne cherchaient plus seulement à punir un cow-boy. Ils cherchaient à reprendre une femme qu'ils considéraient comme un objet. Ezra la fit avancer encore un peu, puis s'arrêta au pied d'un gros rocher. Il posa sa main sur la paroi. « On reste ici pour la nuit. Ils ne connaissent pas ce chemin. » Naya hocha la tête. Mais au fond d'elle, elle savait. Ce n'était que le début. La véritable confrontation approchait. Et cette fois, Ezra ne pourrait être plus se contenter de silence. Le soleil déclinait derrière les collines quand Ezra et Naya atteignirent l'abri qu'il avait repéré. Ce n'était pas une véritable grotte, mais une cavité creusée par le vent, assez profonde pour les cacher, assez étroite pour n'être repérable que par quelqu'un qui connaissait le terrain. Le ciel s'assombrissait déjà. Une couche de nuages lourds s'amassait, annonçant un orage. L'air devint plus frais, comme si la nuit s'armait elle aussi. Ezra déposa son sac contre la paroi. Naya s'assit sur une pierre plate, essuyant la poussière de ses jambes. Elle était encore essoufflée, mais ce n'était pas la course qui lui glaçait le cœur. C'était la certitude que les hommes les cherchaient maintenant avec une rage nouvelle. « Ils vont revenir demain », dit-elle d'une voix faible. Ezra hocha lentement la tête. « Oui, ils sont nombreux. Oui. » Elle prit une profonde inspiration. « Et toi, tu es seul. » Ezra leva les yeux. Un éclair traversa le ciel au loin, illuminant son visage une fraction de seconde. Il ne répondit pas tout de suite. Puis il dit simplement « Je l'ai toujours été ». Ces mots résonnèrent contre la pierre. Naya sentit une pointe de douleur dans sa poitrine. « Tu n'as jamais eu quelqu'un pour être à tes côtés ?» Il détourna le regard, ramassa quelques branches sèches et les disposa dans un petit cercle de pierre pour allumer un feu discret. Ses gestes étaient précis, silencieux, maîtrisés. On aurait dit qu'il avait appris à survivre seul depuis trop longtemps pour savoir comment faire autrement. Quand une flamme vive jaillit, il s'assit à une distance prudente, ne franchissant jamais la ligne invisible qu'il semblait avoir tracée entre eux. Naya se rapprocha un peu. « Ezra, je veux comprendre. Tu m'as protégé. Tu as risqué ta vie. Tu as fait plus que n'importe qui. » Le vent s'engouffra dans la cavité, faisant trembler la flamme. Ezra fixa le feu, comme si les mots brûlaient plus que la chaleur. « Je n'ai pas fait ça pour... » Parler, lâcha-t-il enfin. Alors pourquoi? Il releva la tête. Son regard était sombre, brillant d'un éclat douloureux qu'elle n'avait encore jamais vu. Parce que j'ai vu ton regard. Mon regard. Il hocha la tête. Ses mots étaient courts, mais lourds. La même peur, la même solitude. Elle sentit un frisson la parcourir. Ezra ne parlait jamais beaucoup, mais chaque mot était une lame qu'on tire lentement d'un fourreau. Avant la guerre, dit-il, j'avais 2 frères. Une famille, un endroit que j'appelais chez moi. Après, il ne restait plus rien. Les soldats ont brûlé notre ferme. Ils m'ont pris. J'ai survécu à des choses que je n'aurais pas dû survivre. Et depuis, je marche, je me tais, je respire. C'est tout. Naya ferma les yeux. Elle comprenait trop bien. Elle aussi avait été arrachée aux siens, obligée de survivre à ce qui aurait dû l'éteindre. Je croyais être seule à porter ça, murmura-t-elle. Ezra secoua la tête, lentement. Non. L'orage éclata soudain, un grondement sourd roulant entre les montagnes. Les premières gouttes frappèrent la terre sèche comme des pierres. L'air se chargea d'une odeur de poussière mouillée. Naya se rapprocha encore du feu. Ezra tira un vieux manteau de son sac, le secoua, puis le posa près d'elle. « Pour toi, et toi. Le froid, je connais. » Elle prit le manteau. Son tissu râpé respirait la poussière, le cuir et la solitude. Elle le serra contre elle un instant, avant de le poser sur ses genoux. « Ezra, » dit-elle doucement, « tu n'es pas obligé d'affronter tout ça seul. » Il la regarda longuement. Le feu dessinait des ombres sur ses cicatrices. « Je ne veux pas te mettre en danger, » dit-il. « Tu m'as sorti du danger. » Il secoua la tête. « Mais maintenant, il te cherche, à cause de moi. » Elle se leva, s'approcha jusqu'à se tenir face à lui. Le vent s'engouffra derrière elle, faisant flotter sa robe déchirée. Ezra se tendit,
Comme toujours, quand elle s'approchait trop près, elle le vit, mais ne recula pas. « Ezra, dit-elle d'une voix tremblante, je n'ai pas peur de toi. » Il baissa les yeux. Ses mains se crispèrent sur ses genoux. « Tu devrais. » « Pourquoi ?» Il ferma les paupières, comme si la réponse lui pesait depuis des années. « Parce que je sais ce que je peux faire quand je perds le contrôle. » Elle posa une main sur sa joue. Très lentement, très doucement, Ezra sursauta, mais ne recula pas. « Tu ne m'as jamais fait de mal. »« Pas encore, pas jamais. » Il rouvrit les yeux. Dans son regard, elle vit une bataille silencieuse. La peur de blesser, la peur de sentir, la peur d'exister à nouveau. Elle glissa sa main vers son cou, effleurant la cicatrice blanche qui traversait sa gorge. Ce silence, « Tu n'as pas besoin de le garder avec moi », murmura-t-elle. Ezra inspira profondément, comme si ce geste lui coûtait autant que respirer sous l'eau. « Quand je t'ai vu danser, dit-il, sa voix presque inaudible, j'ai senti le même cri que j'ai gardé pendant des années, et j'ai su que je ne pouvais pas détourner les yeux. » Elle sentit sa gorge se serrer. L'orage frappait plus fort, le vent hurlait dans la cavité, mais le monde semblait soudain minuscule autour d'eux. Il n'y avait plus que leurs deux souffles. « Ezra, » dit-elle en posant son front contre le sien, « merci d'être venu. » Il ne répondit pas. Ses mains tremblaient légèrement, comme si toucher quelqu'un lui était devenu étranger. Pourtant il ne repoussa pas Naya. Pour la première fois, il ne se retira pas. Il laissa sa tête se poser contre la sienne. Un homme brisé, une femme brisée. Deux cœurs meurtris par la même violence, cherchant une chaleur qu'ils n'avaient plus connue. Le feu crépitait doucement entre eux. Ezra murmura enfin, « Je ne veux pas perdre ce qu'il reste de moi. Alors reste près de moi. » Ils ne parlèrent plus. L'orage rugissait dehors. Leurs ombres se fondaient dans la lueur du feu. Et cette nuit-là, dans une cavité perdue des collines, deux âmes égarées trouvèrent un début de vérité non pas dans les mots, mais dans ce silence partagé qui ne faisait plus mal. L'orage s'était éloigné tard dans la nuit, laissant derrière lui une terre trempée et un silence lourd. Le vent avait perdu sa voix, comme s'il retenait son souffle. Ezra n'avait presque pas dormi. Assis contre la paroi, le fusil sur les genoux, il observait les lueurs pâles du matin percer l'horizon. Naya s'était endormie près du feu éteint, enveloppée dans le manteau qu'il lui avait donné. Son visage reposé semblait presque celui d'une enfant, libérée pour quelques heures de la peur qui d'ordinaire l'habitait. Ezra la regarda un moment, puis son regard glissa vers l'extérieur. Quelque chose, dans la lumière, n'allait pas. Un mouvement trop net, une ombre qui ne faisait pas partie du paysage. Ezra se redressa aussitôt. « Naya » murmura-t-il. « Réveille-toi. » Elle ouvrit les yeux brusquement, encore engourdie. « Quoi? Qu'est-ce qui se passe ?» Ezra désigna l'entrée de la cavité. Naya suivit son regard. Des silhouettes avançaient lentement dans la pente, formant une ligne irrégulière. Elles étaient encore loin, mais suffisamment près pour que leurs pas, même silencieux, fassent trembler l'air. « Ils nous ont trouvés » souffla-t-elle. Ezra hocha la tête, sans la quitter des yeux. Son visage ne trahissait aucune panique, juste cette détermination froide qu'elle avait déjà vue lorsque les hommes avaient arraché son collier. Il se leva entièrement. Le fusil dans une main, l'autre tendu vers elle. « On doit partir. » Maintenant, elle attrapa sa main, ses doigts étaient glacés. Ils sortirent de la cavité, contournant la colline par un sentier plus étroit. Le sol humide glissait sous leurs pieds. Naya trébucha, mais Ezra la retint d'un geste sûr. Le vent s'était levé légèrement, apportant avec lui une odeur de poussière et de poudre. Ils n'avaient fait que quelques mètres lorsqu'un bruit sec résonna derrière eux. Un coup de feu. La pierre à leur droite éclata. Naya étouffa un cri. Ezra la poussa contre la pente. « Reste basse », dit-il d'une voix grave. Les silhouettes s'étaient arrêtées. Elles se regroupaient. Elles visaient. « Ezra, ils sont trop nombreux. » Il jeta un rapide coup d'œil. 6. Peu être 7 hommes. Tous armés. Tous déterminés. Les mêmes qui avaient ri la veille. Les mêmes qui voulaient reprendre ce qu'ils considéraient comme leur propriété. Ezra posa sa main contre la joue de Naya. « Tu vas courir. Par là. » Il désigna un chemin sinueux derrière un éboulis. Un chemin que l'œil humain repérait difficilement. « Et toi » dit-elle, la voix tremblante. « Je les retiens. » Elle secoua la tête, horrifiée. « Non. Tu vas mourir. » Un sourire très léger passa sur son visage. Il avait quelque chose de triste, presque fataliste. « Peut être. Mais pas toi. » Elle l'attrapa son manteau. « Je ne te laisserai pas. » Ezra posa ses deux mains sur ses bras, l'obligeant à le regarder droit dans les yeux. « Naya, écoute-moi. Non. Je ne veux pas.
Écoute-moi. Il approcha son front du sien, comme la nuit précédente. Mais cette fois la chaleur était remplacée par une tension glacée. Si tu restes, je me bats pour deux. Et je perds. Ezra. Si tu fuis, je me bats pour un. Et alors? Peut être que je vis assez longtemps pour te rejoindre. Elle sentit ses jambes trembler. Le vent souffla entre eux, soulevant sa robe humide. Puis, derrière eux, un autre coup de feu retentit. Plus proche. Beaucoup plus proche. Ezra se tourna, leva le fusil, tira. Une silhouette hurle. Va, cria-t-il. Naya resta figée une seconde de trop. Il la poussa finalement, presque brutalement, vers le chemin. Course. Cette fois, elle obéit. Elle courut. Les larmes brouillaient sa vision. Les pierres glissaient sous ses pieds. Elle entendait les tirs derrière elle, les cris des hommes, la voix d'Ezra, ou ce qu'elle croyait être sa voix étouffée par les échos. Chaque pas lui déchirait les poumons, mais elle ne s'arrêta pas. Elle savait que s'arrêter signifiait tout perdre. Quand elle atteignit l'ombre d'un rocher massif, elle se retourna. La scène lui transperça le cœur. Ezra était seul au milieu de la pente. Debout, fusil levé, le manteau battant dans le vent. Les hommes avançaient en éventail, certains se cachant derrière des pierres, d'autres tirant sans réfléchir. Ezra tirait peu, mais chaque balle trouvait sa cible. Son calme était presque irréel, sa précision effrayante. Mais ils étaient trop nombreux. Un homme surgit sur sa droite. Ezra pivotait. Trop tard. Non, hurla Naya. Un coup de feu éclata. Ezra tomba à genoux. Elle sentit son propre cœur s'arrêter. Le vent sembla se figer. La terre elle-même cessa de respirer. Ezra tenta de se relever. Il y parvint. Son fusil tremblait dans sa main, mais il restait debout. « Ezra » murmura-t-elle, impuissante. Un autre homme s'avança, arme levée, prêt à en finir. Ezra tira une dernière balle, qui frappa l'homme à l'épaule. Puis il chancelait, ses jambes cédèrent, il s'effondra. Naya porta une main à sa bouche, étouffant un cri. Les hommes se rapprochaient du corps d'Ezra, riant, parlant trop fort. Certains cherchaient déjà du regard où Naya avait fui. Elle se tassa contre la pierre. Son souffle était saccadé. Elle savait qu'elle devait partir, que rester signifiait se faire capturer. Mais son corps refusait de bouger. Ezra était là, au sol, tombé à cause d'elle. Mais alors qu'elle s'apprêtait à se lever malgré la peur, Ezra bougea. Unmain, Unafort. Son regard se leva un instant vers elle, comme s'il savait exactement où elle se cachait. Il lui fit un signe. Un minuscule geste, pas une violence. Un reste caché, sa dernière protection, sa dernière volonté. Les hommes ne l'avaient pas vu. Ils ne virent que son corps à moitié affaissé et crurent qu'il n'avait plus de force. Naya sentit son cœur se briser et se recroquevilla derrière la pierre. Elle ne pouvait pas l'aider. Pas maintenant. Elle l'attendit. Les cris, les pas, les insultes, tout s'éloigna peu à peu, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le vent, et la douleur, et la promesse silencieuse d'un homme qui avait affronté l'aube pour elle. Le silence était revenu sur les collines, mais ce silence n'était pas paisible. Il était lourd, comme après une bataille où les morts n'ont pas encore été comptés. Cachée derrière le rocher, Naya retenait son souffle, incapable de savoir si Ezra était encore vivant. Les hommes s'éloignaient, leur voix grossière se perdant peu à peu dans la pente. Elle attendit. Une minute. 2. Peu. Être 10. Le vent soufflait à travers les herbes humides, portant une odeur métallique. L'odeur du sang. Elle sentit sa gorge se serrer. Si Ezra était mort, si son corps restait là, seul, exposé, elle ne pourrait jamais se le pardonner. Quand elle fut certaine que les hommes n'étaient plus visibles, elle sortit de sa cachette. Ses jambes tremblaient, mais elle avança. Chaque pas s'enfonçait dans la terre détrempée, laissant une trace étroite derrière elle. Elle descendit la pente lentement, presque à 4 pattes, le cœur martelant sa poitrine. « Ezra » murmura-t-elle. Le vent emporta sa voix. Elle le vit enfin, étendu sur le flanc droit, près d'un buisson arraché. Son manteau était couvert de boue, sa chemise, de sang. Son visage était tourné vers la terre. Naya accéléra, glissa, tomba presque, puis se précipita à genoux à côté de lui. « Ezra » Ezra. Elle posa une main sur son épaule. Elle sentit la chaleur, une chaleur faible mais réelle. « Ezra, réponds-moi. » Elle écarta doucement sa chemise. La plaie n'était pas aussi profonde qu'elle l'avait imaginé, mais le sang avait coulé sur tout son flanc. La balle avait traversé, heureusement. Elle respira brusquement, entre soulagement et panique. Ezra gémit, très faible, mais vivante. « Naya »
Elle éclata en sanglots silencieux. « Je suis là, Ezra. » Il tenta de bouger, mais le moindre mouvement lui arrachait un spasme. Elle posa une main ferme sur son épaule. « Ne bouge pas, ne fais pas ça. » Il tourna légèrement la tête. Son regard trouble se fixa sur elle. « Tu es vivante ?» Elle hocha la tête, les yeux pleins de larmes. « Grâce à toi. » Un souffle douloureux s'échappa de sa poitrine. Naya déchira un morceau de sa robe, un tissu déjà abîmé, mais assez solide pour servir de bandage. Elle nettoya la plaie avec de l'eau tiède provenant de la gourde d'Ezra. Il serra les dents, mais ne cria pas. « Tu vas t'en sortir, » dit-elle, comme si le dire pouvait changer le destin. Ezra, haletant, esquissa un sourire presque imperceptible. « On dirait que tu t'y connais. »« Ma mère soignait les chasseurs blessés, » murmura-t-elle. Elle enroula le tissu autour de son flanc, serrant suffisamment pour stopper le saignement. « Il faut que je t'emmène ailleurs. Ici, ils peuvent revenir. » Ezra tenta de se relever, mais son bras flancha. Il tomba presque dans ses bras. Naya le retint, sa petite silhouette soutenant la sienne pourtant bien plus lourde. Elle plaça son bras autour de ses épaules. « Appuie-toi sur moi. Tu ne pourras pas, » dit-il faiblement. « Si, je peux. » Elle ne laissait aucune place au doute. Ils avancèrent lentement, très lentement. Chaque pas d'Ezra lui coûtait une grimace, un souffle court, une seconde de douleur. Naya supportait une partie de son poids, glissant parfois, mais ne lâchant jamais. Ils atteignirent un chemin plus plat. Derrière un rideau de pins tordus, elle aperçut une vieille cabane, abandonnée depuis longtemps. Rien qu'un abri maigre, mais mieux que rien. Là-bas, Ezra. Tiens encore un peu. Il ferma les yeux, mais hocha la tête. Naya l'aida à franchir la porte en bois pourri. L'intérieur était sombre, mais sec. Une table bancale, un lit de camp effondré, des toiles d'araignée dans les coins. Elle fit asseoir Ezra contre le mur. « Respire. Reste avec moi. » Il ouvrit les yeux. Ses pupilles tremblaient légèrement. Elle s'agenouilla devant lui, vérifiant la bande. « Tu perds encore du sang. Il me faut d'autres plantes, un baume, quelque chose pour que ça s'arrête. »« N'y va pas, » murmura-t-il. « Il pourrait... » Elle posa un doigt sur ses lèvres. « Ne t'inquiète pas. Ils ne reviendront pas tout de suite. Ils pensent que tu es mort. » Ezra ferma les yeux. Une larme ou peu, être juste de la sueur glissa sur sa tempe. « Je t'avais dit de fuir, et je t'ai écouté. » Elle sourit faiblement, mais pas pour te laisser mourir. Il inspira profondément, la douleur crispant ses traits. « Pourquoi es-tu restes ?» Elle caressa sa joue, lentement, presque comme on apaise un cheval effrayé. « Parce que tu es la seule personne qui ne m'a pas traité comme une chose. » Ezra baissa les yeux. Un long silence s'étira entre eux, interrompu seulement par les rafales de vent contre les planches. Puis il murmura, presque pour lui-même, « Je voulais que tu rentres chez les tiens. » Libéré, Naya prit sa main, froide, mais vivante. « Peut être que je peux y retourner seulement si tu restes vivant. » Ces mots s'élevèrent dans l'air comme une promesse qu'elle ne savait pas encore formuler vraiment. Ezra ouvrit difficilement la bouche. « Naya, écoute-moi. »« Non, » dit-elle doucement. « Pas maintenant. Tu dois respirer. » Rien d'autre. Elle cherchait déjà un plan. Elle connaissait un endroit, un ancien camp apache. Un guérisseur y venait parfois. Peut-être pourrait-il sauver Ezra, mais il fallait partir avant que les hommes ne reviennent vérifier leur besogne. Elle se leva. « Je vais chercher des plantes autour de la rivière. Tu restes ici. » Ezra tenta de protester. « Je peux. »« Non. Reste assise. » Elle posa une main sur sa poitrine, juste au-dessus de la blessure. « Je reviens. Je te le jure. » Ezra la fixa longuement. Son regard disait mille choses qu'il n'avait pas la force de prononcer. Quand elle sortit, il murmura dans un souffle brisé. « Revins. » Naya. Elle marcha vite, les jambes tremblantes, mais déterminée. Le vent poussait les branches autour d'elle. Le ciel restait gris, chargé de menaces. Elle savait qu'elle avait peu de temps. Dans la cabane, Ezra retomba contre le mur. Chaque respiration était une bataille. Chaque battement de cœur, un rappel de ce qu'il voulait protéger. Il regarda la porte. Il attendit. Et pour la première fois depuis des années, Ezra espéra. Il espéra qu'elle revienne. Il espéra qu'il survive. Il espéra qu'il y ait encore quelque chose après cette guerre silencieuse qu'il portait en lui. Et dans cette vieille cabane abandonnée, le cow-boy brisé attendit, comme un faucon blessé qui refuse encore de mourir. Le vent avait changé, plus froid, plus sec.
Naya courait le long du lit asséché de la rivière, ses cheveux collant à son visage, ses pieds glissant sur la boue encore humide de l'orage. Chaque seconde comptait, chaque battement de son cœur martelait le même mot, Ezra. Elle connaissait ce territoire, les collines, les clairières, les anciens sentiers de sa tribu. Elle savait où pousseraient les plantes capables de retenir le sang, où trouver la racine amère que les guérisseurs utilisaient pour prévenir la fièvre. Elle savait ce qui pouvait tenir un homme en vie jusqu'à l'aube. Mais cela suffirait-il pour lui? Elle s'arrêta près d'un arbre tordu, repéra la feuille longue et plate qu'elle cherchait, en arracha plusieurs. Puis elle courut de nouveau, traversa un ruisseau, glissa sur une pierre, se rattrapa de justesse. Sa respiration était saccadée, mais elle ne ralentissait pas avant d'avoir trouvé la dernière plante, une petite fleur blanche à pétales serrés, presque invisible sous les branches. Elle tomba à genoux, la cueillit délicatement, comme un trésor fragile. Puis elle repartit, les bras serrés contre elle, tenant ces plantes comme un remède sacré. La cabane apparut enfin entre les arbres. Naya s'arrêta, reprit son souffle, écouta. Aucun bruit, aucun pas, aucun rire d'homme, seulement le grincement du bois dans le vent. Elle entra. Ezra était toujours là, adossé au mur, mais son teint avait pâli. Une sueur brillante couvrait son front, sa respiration était plus rapide, plus courte. Pourtant, quand il la vit, quelque chose passa dans son regard, quelque chose comme du soulagement. « Tu es revenu » murmura-t-il. « Je t'avais dit que je reviendrais. » Elle posa les plantes à côté de lui, déchira ce qui restait propre de sa robe et commença à préparer un baume. Elle écrasa les feuilles entre deux pierres, ajouta de l'eau, mélangea jusqu'à obtenir une pâte sombre. Ezra l'observait. Entre deux souffles, « Tu fais comme ta mère ?» demanda-t-elle. « Oui. Elle m'a tout appris. » Elle s'agenouilla devant lui, ses doigts tremblants mais précis. Elle retira le tissu imbibé de sang et appliqua doucement la pâte sur la plaie. Ezra serra les dents, son poing se crispa. « Respire », dit-elle. Il inspira, un souffle bas, douloureux, mais vivant. « Naya », elle leva les yeux. « Tu devrais me laisser ici. Je suis trop lourd, trop lent. Ils reviendront pour finir. » Elle secoua la tête violemment. « Je ne te laisserai pas mourir. » Ezra baissa les yeux vers ses mains tachées de sang. « Yesuis. Un fardeo. » Elle posa sa paume sur son visage. Doucement. « Tu es la seule personne qui m'a protégé sans rien demander. La seule qui m'a vu. Et je te jure que je ne te laisserai pas tomber. » Ses yeux clairs brillaient. Ce n'était pas une promesse naïve. C'était une vérité nue. Ezra ferma les paupières. Une émotion violente traversa ses traits douleurs. Gratitude, honte, tout mélangé. « Je voulais que tu sois libre, » dit-il. « Sans moi. » Elle secoua la tête. « Sans toi, je serais morte. Ou pire. C'est toi qui m'as ramenée à la vie. » Il ouvrit la bouche, comme pour répondre, mais seule une respiration tremblante en sortit. Naya termina le bandage, essuya la sueur sur son front et posa sa tête contre son épaule. Ezra inspira plus calmement. Son corps semblait s'apaiser, même si la douleur restait là, profonde. « Naya, » murmura-t-il. « Pourquoi? Pourquoi tu t'accroches à moi ?» Elle releva la tête. « Parce que tu t'es accroché à moi quand personne d'autre ne l'a fait. » Silence. Le genre de silence qui rapprochait, pas celui qui détruisait. Ezra voulut bouger, mais son visage se crispa. « Ne bouge pas, dit-elle. Tu perds encore de la force. Passe. Grave. Si tu es là. » Ce murmure traversa la pièce comme un fil de chaleur. Elle posa une main sur son torse, juste au-dessus de son cœur. « Je suis là, jusqu'à ce que tu te relèves. » Et après aussi, il ferma les yeux, mais son souffle s'apaisa encore. Elle veilla à ses côtés pendant un long moment, appliquant le baume encore et encore, comme une prière silencieuse. La lumière du soir descendit peu à peu, laissant la cabane dans une pénombre bleutée. Naya alluma un petit feu pour éloigner le froid. Elle ne dormait pas. Ezra non plus, mais leur respiration se synchronisait, comme si une seule suffisait pour deux. Ezra brisa le silence. « Naya, tu dois aller voir le camp Apache. Il y a un guérisseur. Il pourra... » « Non, » dit-elle immédiatement. « Pas tant que tu ne peux pas marcher. Je suis... un poids mort. »« Tu es Ezra, » dit-elle fermement. « Pas un poids. » Il l'observa. Ses yeux étaient fatigués, mais une lueur nouvelle s'y allumait. Peut être l'espoir. Peut être la peur de l'espoir. Tu ne devrais pas gaspiller ton temps. Pour moi. Elle approcha,
posa sa tête contre son front. Leur souffle se mêla. Depuis quand sauver quelqu'un est un gaspillage, Ezra ferme les yeux. Cette proximité, ce toucher, il n'y était pas habitué. Mais il ne la repoussa pas. Il murmura « Tu me fais me souvenir de ce que j'étais. » Avant, une larme glissa sur la joue de Naya. « Alors tu vivras pour retrouver cet homme-là. » Ezra inspira profondément, comme si ces mots rallumaient quelque chose d'ancien. « Je vais essayer. » Elle sourit doucement. « Pas essayer. Tu vas vivre, et tu vas venir avec moi au camp Apache. Tu vas guérir, et je resterai à tes côtés. » Ses doigts glissèrent dans ses cheveux poussiéreux. Ezra appuya faiblement sa tête contre sa main. « Naya. »« Oui, ne m'abandonne pas. » Elle prit sa main, l'enlaça dans la sienne. Jamais. Elle resta éveillée une grande partie de la nuit, posant des compresses, murmurant des mots dans sa langue, des mots de protection, de guérison. Ezra, plongé entre fièvre et lucidité, murmurait parfois des fragments de son passé, ses frères, le feu, les chaînes, la guerre. Chaque mot arrachait un morceau de douleur. Chaque souffle la rapprochait un peu plus de lui. Quand la nuit toucha sa fin, Ezra dormit enfin profondément. Naya posa une main sur sa joue. Il vivait, il respirait. Il avait survécu à l'aube. Le faucon blessé n'était pas mort. Il reviendrait. Pour elle, avec elle, et au fond de son cœur, Naya le savait. La bataille contre les hommes n'était pas finie, mais la bataille contre la mort, elle, venait de basculer. Lorsque Ezra ouvrit les yeux, la lumière douce de l'aube filtrait par les interstices de la cabane. L'air était frais, chargé d'une odeur de terre humide. Pendant un instant, il ne sut pas où il était. Sa tête tournait légèrement, mais son souffle n'était plus aussi douloureux que la veille. Il tourna le visage. Naya dormait, la tête posée contre son bras, comme si elle avait veillé jusqu'à s'effondrer. Ses cheveux tombaient en cascade sur son épaule. Elle respirait paisiblement, enfin libérée du poids de la peur. Ezra la regarda longuement. Il n'avait jamais connu quelqu'un capable de rester à ses côtés, malgré la douleur, la solitude, la violence de son passé. Jamais. Il leva lentement une main tremblante, effleurant une mèche de ses cheveux. Naya ouvrit les yeux. « Ezra, tu es réveillé ?» Il hocha doucement la tête. Elle se redressa aussitôt, inquiète. « Comment tu te sens ?» Il inspira profondément. Le souffle était encore fragile, mais plus stable. « Vivant » murmura-t-il. Elle sourit, un sourire vrai, large, qui illumina la pièce. « Tu m'as fait peur. » Ezra ferma les yeux. Il se souvenait du tir, de la chute, de son corps refusant de rester debout, mais surtout, il se souvenait d'elle courant, criant son nom. « Tu es resté » dit-il d'une voix presque rauque. « Évidemment que je suis resté. » Elle posa une main sur sa joue, chaude, rassurante. « On va partir aujourd'hui. Pour le camp Apache. Le guérisseur pourra t'aider à guérir complètement. » Ezra voulut protester, mais elle posa un doigt sur ses lèvres. « Pas de discussion. Tu ne meurs pas dans une cabane abandonnée. » Il cligna des yeux. Sa gorge se serra. Personne ne s'était jamais battu pour qu'il vive. Pas ainsi. Pas avec cette force douce, presque sacrée. Ils quittèrent la cabane en milieu de journée. Ezra marchait lentement, mais il marchait. Naya passait son bras autour de sa taille pour le soutenir lorsque ses jambes flanchaient. Le soleil réchauffait leur dos et le vent léger aidait Ezra à garder le rythme. Le chemin vers l'ancien camp Apache était long, mais Naya le connaissait par cœur. Ils traversèrent des prairies hautes, des bois silencieux, contournaient une rivière sèche. Parfois, Ezra s'arrêtait, la respiration courte. Naya patientait, lui murmurant des mots qui n'avaient pas besoin d'être compris pour être sentis. « Tu es sûr que ça va ?» demandait-elle. « Oui, répondait-il. Grâce à toi. » Il disait peu, mais chaque mot était une pierre posée sur un pont fragile entre eux. Au milieu de l'après-midi, ils arrivèrent enfin au bord du territoire. Une ancienne barrière de bois marquait l'entrée. Des symboles étaient gravés dans le tronc d'un arbre mort, ceux de sa tribu. Naya posa sa main dessus. Ezra comprit qu'elle tremblait. « Tu rentres chez toi » murmura-t-il. « Non » dit-elle en le regardant droit dans les yeux. « Nous rentrons. » Il sentit quelque chose se briser en lui. Une vieille barrière, un mur qu'il croyait indestructible. Le camp n'était plus qu'un lieu de passage, un refuge que quelques membres de la tribu utilisaient encore. Lorsque le guérisseur, un vieil homme au regard profond, les vit arriver, il s'avança immédiatement. « Naya » souffla-t-il. « Nous te croyons perdu. » Elle courut dans ses bras. Ezra resta à distance, mal à l'aise. Étranger. Le vieil homme releva les yeux vers lui.
Et Louis? Naya se tourna, s'approcha d'Ezra, et prit sa main. Lui, il m'a sauvé. Le guérisseur observa Ezra un long moment. Ses yeux se posèrent sur la blessure, sur les cicatrices, sur sa posture instable. Un homme qui reste debout malgré tout ça ne doit pas mourir, dit-il enfin. Amenez-le. Ils installèrent Ezra sous une tente de cuir. Le guérisseur prépara un mélange d'herbes, nettoya la plaie, appliqua un onguent brûlant qui fit trembler Ezra. Mais Naya lui tenait la main, l'empêchait de céder. « Respire » chuchota-t-elle. Et Ezra respira. Pendant 2 jours, il resta allongé, oscillant entre sommeil profond et demi-conscience. Naya ne le quittait pas. Elle lui apportait de l'eau, changeait les bandages, chantait parfois les mélodies de son peuple. Des chants doux, tristes et puissants. Ezra, même fiévreux, reconnaissait cette force. Elle le ramenait vers la lumière. Le 3e soir, il se redressa enfin sans aide. La douleur était toujours là, mais plus vive, plus maîtrisable. Il marcha quelques pas hors de la tente. Le soleil couchant faisait briller les herbes comme de l'or fondu. Naya s'approcha lentement. « Tu tiens debout, dit-elle, un sourire timide aux lèvres. « Grâce à toi. » Elle secoua la tête. « Non. Grâce à toi. Tu refuses de mourir. C'est toi qui te bats. » Ezra regarda ses mains, puis le ciel. Pendant un instant, il sembla chercher des mots qu'il n'avait jamais dits. « Naya. » Commença-t-il. « Oui. » Il inspira profondément. « Je ne sais pas quoi faire, maintenant. » Elle s'approcha, posa sa main sur son torse. « Tu n'as rien à faire, rien à prouver. Tu peux rester ici, avec moi, le temps que tu veux. » Ezra baissa les yeux. « Je n'ai jamais eu un endroit. Alors laisse celui-ci devenir le premier. » Il leva la tête vers elle. Son regard n'était plus celui d'un homme qui survit. C'était celui d'un homme qui renaît. Elle effleura sa joue, et cette fois, il ne tressaillit pas. Il ferma les yeux, laissant sa main sur sa peau comme une promesse silencieuse. Naya murmura. « Tu m'as sauvé du silence qui me tuait. Laisse-moi te sauver du tien. » Il posa sa main sur la sienne, doucement. « Je veux rester. » Elle sourit. Ses yeux se mirent à briller. « Alors restez. » Ils restèrent ainsi, face au soleil couchant, leurs ombres se mêlant sur le sol. Aucun mot n'était nécessaire. Leur silence n'était plus une barrière, ni une protection, ni une cicatrice. C'était un refuge, une maison, une nouvelle vie. Ezra inspira une dernière fois l'air frais du soir, puis murmura « Avec toi, je n'ai plus peur du monde. » Naya posa sa tête contre son épaule. « Et moi, avec toi, je n'ai plus peur de moi. » Ce fut ainsi que commença leur vie, non pas dans les cris, la violence ou la fuite, mais dans un silence partagé, un silence enfin doux, un silence qui guérissait. Le cow-boy au manteau sale et l'Apache humilié avaient trouvé ensemble ce que le monde ne leur avait jamais donné. Un endroit où exister, un endroit où respirer, un endroit où aimer.